Bienvenue tout le monde, à toutes les personnes qui suivent ces interviews. Aujourd'hui, j'ai le plaisir non pas d'avoir un invité, mais j'ai la chance d'avoir deux invités, donc Charlie et Gilles Ivan de La Sagesse du Chêne. Bonjour à vous deux. Bonjour à toi. Oui, bonjour. Alors, Charlie et Gilles Ivan, avant qu'on commence un petit peu à parler des propositions, de qu'est-ce que c'est que la sagesse du chêne, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter un petit peu votre parcours. Ciao. Alors oui, Vas-y, comment? eh ben, moi c'est Charlie du coup. J'ai 37 ans. Je suis originaire d'Ardèche. Je suis menuisier de métier, dans les travaux dans les métiers du bois, on va dire, en sens un peu large. Et on va dire j'ai eu une enfance assez atypique parce que j'ai grandi dans le centre des montagnes d'Ardèche, dans une fratrie de cinq frères et sœurs et non scolarisés. Du coup, comme un petit peu, on va dire, j'ai eu une enfance un petit peu autarcique en certains, en certains points. Et puis, au fur et à mesure, j'ai migré vers une vie plus urbaine. Et puis, différents faits de vie m'ont mis, on va dire, m'ont poussé, on va dire, vigoureusement à se mettre en chemin et du coup, à commencer par du bouddhisme vietnamien, tibétain, puis la sagesse amérindienne avec Bhakti. Et puis après, en suivant la conscience collective avec Kristallin Toulek, qui est encore mon enseignant aujourd'hui, où je suis encore des formations dans ce domaine. Et donc voilà, en co, euh, co-fondateur avec Gilles Ivan de la sagesse du chêne. Maintenant, ça fait 2 ans et demi, 3 ans qu'on a démarré cette aventure. Et puis, j'en dirai plus après sur la sagesse. Je vais laisser Gillivan se présenter. Bah ouais. Bonjour, bonjour à toi Ludovic, on l'a déjà dit, mais merci pour ton initiative de mise en lien et ta chaîne. C'est vraiment très intéressant aussi de voir un peu tout le monde qui parle comme tu le disais avant l'interview, qui œuvront pour le même objectif. Et c'est un objectif de mise en lien avant tout et de vivre ensemble. Donc, je te remercie pour ça. Moi, j'ai un peu plus que Charlie, 43. Comme tu as commencé à dire là, je veux te dire aussi. Je t'ai coincé. Voilà, tu m'as coincé. J'ai 43 ans, j'ai vécu euh, près de, ouais, près de 40 ans en Belgique, en fait, parce que je suis originaire de Belgique. Et donc, j'ai quitté Bruxelles, où j'ai vécu 20 ans il y a 6 ou 7 ans, là, pour venir vivre en France, venir vivre en Ardèche, et puis en Drôme. J'ai rencontré Charlie. En effet, on s'est rencontrés via Bhakti, dont tu as peut-être déjà parlé ou pas, mais dont on parlera sûrement encore. Bhakti, qui est donc une grand-mère amérindienne qui a beaucoup enseigné en France, en Belgique, un peu partout en France. Et un de ses pôles d'attraction, un endroit où elle a vachement enseigné, c'est la Drôme, Saillant, Vallée de la Drôme, etc. Et donc, voilà, moi, je suivais ses enseignements à Strasbourg, du côté de l'Alsace. Vu que je vivais à Bruxelles, et je suis toujours réalisateur de formation. Et j'allais faire mes séjours là en Alsace. Et un jour, alors que d'habitude j'étais plutôt tout seul, le seul homme, on va dire, un jour est arrivé, eh bien, trois hommes, au moins, on était au moins quatre dans un groupe de 18 femmes, enfin non, du coup de 14 femmes. Et il y avait Charlie dedans. Et puis bon, on s'est un peu mis en lien facilement parce que du coup, ils arrivaient d'Ardèche, que moi j'y passais quand même du temps parce que mon père habitait en Ardèche. Et puis à un moment, un 1er avril, j'ai quitté Bruxelles pour rejoindre une nouvelle vie et une autre vie faite principalement de groupes de parole et de cercles d'hommes. Parce que en fait, ce qui m'a vraiment fait partir de la Belgique, c'est
ce travail en cercle et ce clan que Charlie avait initié à Saillant. Et du coup, j'ai vraiment surtout, j'appelais ça à l'époque le milieu supportif. C'est-à-dire que j'étais en chemin sur plein de choses, mais si j'avais pas un genre de milieu qui pouvait supporter ma démarche, donc le collectif, eh ben j'étais un peu tout seul dans cette démarche-là. Alors j'avais des amis, hein, je les embrasse d'ailleurs s'ils regardent aujourd'hui, mais j'en ai toujours des amis bruxellois avec qui je faisais plein de choses, mais c'était pas la même chose non plus que d'avoir cette dimension de partage, de parole et de groupe. Et puis, pour terminer, pour refaire la boucle avec la sagesse du chêne, du coup, après, on a commencé à vouloir transmettre, ça, on en parlera. Et aujourd'hui, on a migré, je vais dire, avec femmes et enfants, en tout cas, on a migré pour créer une petite communauté de vie, hommes et femmes, en Dordogne, à la frange entre le Périgord blanc et le Périgord vert. Et on est un lieu qu'on vient d'investir il y a 1 an et demi. Voilà. Où on n'a pas encore commencé à faire de cercle d'hommes, mais ça ne saurait tarder. Voilà. Pour le moment, on fait surtout du travail manuel avec Charlie aux commandes. Voilà Hmm. pour la petite intro. Ouais, merci à vous deux. Euh, on va quand même aborder la sagesse du chêne parce que c'est votre proposition, votre initiative commune pour accompagner les hommes. C'est dur à prononcer hein, quand même. Il faudra. Si Ouais, tu te trompes 2 fois, tu auras une punition. C'est un peu comme un exercice de langage, en fait, la sagesse du chêne à la base. la C'est sûr. sagesse du chêne. Oui, je vais y aller tranquille. Mais tu l'as bien fait tout à l'heure. Je t'en prie. J'ai un gage chaque fois que je fourche. D'accord. Voilà. Là, t'en as un, on les compte au fur et à mesure, et puis je ferai le décompte. Hmm. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette initiative, la sagesse du chêne? Et déjà, Euh, pourquoi ce nom-là? Et puis, qu'est-ce que vous y mettez derrière? Et voilà, c'est quoi le nom, ça l'intention? Et va, ça va être bon. Le nom, ouais, c'est une bonne anecdote. Fais le nom. Et puis moi, je la complète parce que parfois, il exagère Ouais. dans l'anecdote et puis du coup, je se tempère dans l'anecdote. Alors, avant de partir complètement sur le nom, je vais donner un peu ce qui nous a amené à se lancer dans ces partages, en fait, parce que initialement, c'était plus des partages d'expériences. Ça a commencé dans cette dynamique-là. Comme l'a dit Gillivan tout à l'heure, moi, j'ai créé un clan d'hommes à Saillant où on était fluctuant. On a été jusqu'à 11 personnes réguliers où on se voyait toutes les 6 semaines pendant un week-end complet. Dans les bois, on avait un tipi et on avait un week-end complet comme ça en bord de rivière. On vivait ensemble pendant 2 jours où on faisait cercles, rituels, différentes pratiques proposées par un peu chacun des membres. Donc ça, on a fait partie de ce groupe pendant longtemps. Et arrivé justement à 10 personnes, on s'est dit que c'était comme un peu saturé, on ne pouvait pas faire rentrer plus d'hommes. Et or, on avait de plus en plus d'intérêt, de plus en plus d'hommes qui posaient des questions, qui s'intéressaient, est-ce que ce serait possible de rejoindre ou quoi? Et de répondre par la négative systématiquement, ça devenait comme un peu frustrant parce que nous, on voyait bien comment ça opérait dans nos vies, les bienfaits, le soutien que ça pouvait nous apporter quotidiennement, en fait, d'être en lien avec ce groupe. Et donc, c'est parti de là l'idée de se dire, ben, en fait, on n'a plus envie de dire aux hommes, ben, non, il n'y a plus de place dans le clan, débrouillez-vous. On s'est dit, ben, on a cette expérience, on a quelques années d'expérience là comme ça avec ce cercle, avec différentes formations, Bhakti, conscience collective et d'autres, du coup, d'expérience du cercle. Et on s'est dit, ben, on va pouvoir proposer de partager cette expérience, en fait, pour soutenir la création d'autres cercles. Parce que si la logique, c'était si notre cercle ne peut plus accueillir d'autres personnes, avec la conviction que c'est bon je pense, pour tout le monde de faire partie d'un cercle comme ça, d'avoir des espaces d'échange, ben, l'idée, c'était de se dire, si notre cercle ne peut plus accueillir, eh ben, il faut motiver la création d'autres cercles pour que ça puisse se dupliquer. Parce que de créer un cercle trop nombreux, ça n'avait pas d'intérêt. Et De toute façon, il y on avait n'avait pas des de place temps. dans le Tipeee, à vrai dire. Voilà. C'était, non, mais c'est vrai, c'est que Oui, c'était matériel, en fait. il y avait des limites matérielles et puis il y avait des limites de temps de parole, d'espace pour chacun sur le week-end et que ça ne pouvait pas être extensible à l'infini. Donc ça, c'est ce qui nous a motivés à se lancer. Ça, et puis
des paroles de notre chère grand-mère Bhakti qui nous a enjoint à organiser des quêtes de vision nous-mêmes. Parce qu'elle a fait 2 quêtes de vision pour hommes, Bhakti. Donc, pour une femme, c'est un exercice un peu particulier. Et à la deuxième, elle nous a dit, bon, bah, maintenant, si vous en voulez d'autres, débrouillez-vous, il faudra les faire vous-même. Donc, nous, c'était resté dans un coin de notre tête et on s'est dit, bon, ben voilà, ça faisait partie aussi des projets dont on parlait avec le cercle d'hommes qu'on avait, avec le clan, là, que finalement, on a pris en charge avec Gillivan parce que cette proposition de la sagesse du chêne, en fait. Et ça, c'était pour donner un peu la motivation. Et puis le nom, ben, le nom, on s'est retrouvés une des premières fois où on se retrouvait après notre quête de vision respective, justement avec Gélivan. On s'est rencontrés en Alsace et puis après, on a participé à une quête de vision, la fameuse quête de vision animée par Bhakti dans le Gers. Et quelques mois après cette quête, on s'est retrouvés en Ardèche, dans les gorges du Chassezac. Pas évident à prononcer non plus. On fait des exercices de diction ce soir. C'est ça. Et là, on passe un moment auprès de cette rivière-là. Et il y a comme des espèces de grandes falaises sur cette rivière. C'est vraiment des gorges, ça fait des falaises d'une quinzaine de mètres. Et en haut, avec un peu des arbres. Et puis à un moment donné, du coup, on se baigne, on se met sur le bord de la berge, commence à faire un petit feu. On avait prévu de passer un début de soirée ici. Et puis on entend comme un grondement, comme quasiment le tonnerre. Quand ça gronde vraiment fort, on lève les yeux et là on voit un chêne qui se détache du haut de la falaise, qui vient s'écraser juste devant nous, dans la rivière, sur les rochers qu'il y avait en bas. Et donc c'était comme un peu on pourrait dire l'événement fondateur de notre duo, qui nous a fait dire qu'on avait peut-être quelque chose à faire quand même ensemble, parce que c'est pas tous les jours. Et là c'était pas je parle pas d'un petit chêne malingre, c'était un petit chêne de bien faire ses 10 mètres de haut, quoi, un bon morceau d'arbre qui se détache devant nous et qui vient s'écraser. Donc, partant de là, moi j'ai retraversé la rivière, j'ai récupéré 2 bâtons qu'on a maintenant fait en bâton de parole. C'est aujourd'hui le bâton de parole de la sagesse du chêne. D'où voilà le nom, la sagesse du chêne, parce que c'était dit que le chêne, il venait nous donner un enseignement, il venait nous apporter sa sagesse. Et donc, ça peut paraître un petit peu pompeux comme nom, comme ça, mais pas qu'on se croit particulièrement sage, mais c'est plus l'enseignement de l'arbre qu'on a reçu à ce moment. Ouais, c'est ça, c'est comme, non, je ne vais pas rajouter beaucoup, mais c'est comme si l'arbre, il était venu nous dire, vous avez quelque chose à faire ensemble, en fait. Et on avait coupé, en effet, 2 bouts de branches qu'on a gardé tout un temps dans nos maisons respectives. Et puis quand la proposition de faire des transmissions est arrivée, eh ben, on s'est dit, ben voilà, on va faire le bâton avec ce morceau-là. Et puis c'est l'arbre qui est venu nous rappeler que on avait fait un peu comme un peu comme un pacte, en fait. Voilà, une sorte de pacte, pas de l'amitié au sens propre, mais comme un pacte, on pourrait dire, avec des guillemets, un pacte un peu spirituel qui nous a dit, OK, maintenant vous faites des choses ensemble, vous allez faire des projets ensemble et on fait depuis des projets de cet ordre-là, on va dire. Mmh. Voilà pour la sagesse du chêne. Et j'ai- moi, je trouve ça très chouette l'anecdote que vous racontez parce que vous êtes en lien avec les enseignements et la sagesse amérindienne et souvent ils attendent des signes, entre guillemets, de l'esprit, enfin de l'esprit divin, de l'intelligence C'est vrai. universelle, cosmique. Et là, c'est vraiment le signe, il peut pas être plus net, quoi, hein. L'arbre, il n'a pas fait juste faire un signe, il s'est carrément offert, quoi. Donc c'est chouette, quoi. Oui, et puis c'est vrai que si on le relie aux éléments, parce que Charlie disait, on a fait du feu, on était au bord de l'eau. Moi, je me souviens, on n'est pas toujours d'accord là-dessus, mais qu'il y avait quand même une petite pluie, un peu fin, donc comme s'il y avait l'air qui était en jeu. Et puis tout d'un coup, il y a un gros morceau de terre qui nous tombe dessus. Donc vraiment pour nous dire, OK, maintenant, vous allez ancrer ça, quoi. Il y avait vraiment quelque chose de Ouais. l'ordre de ça. Et c'est vrai que là, on a failli vraiment le prendre sur la courge, le signe de l'esprit, on peut dire. À 10 mètres près, c'était chaud, hein, quand même. Mais bon. Mais si ça n'avait pas été un signe, ça aurait pu être un accident, quoi. Voilà. Mais souvent, la barrière, c'est infime entre signe et accident, hein. Ouais. Ouais, c'est toujours un film, la limite.
Ok. Et donc, dans la sagesse du chêne, alors moi je sais un peu ce que vous proposez, mais la question, qu'est-ce que vous proposez justement parce que transmettre l'initiative que vous aviez dans le clan, comment ça s'est transformé après comment vous avez amené justement tout ça? Euh, du coup, comme on a, au tout début de l'aventure, on a proposé des petits week-ends où on voulait faire vivre l'expérience du clan. Donc, on a eu 2 personnes le premier week-end et on a fait un petit week-end, une nuit au tipi, on allait même au tipi où on était, etc. Et puis, en fait, il y a eu cette période de confinement qui nous a obligés à être chez nous, en fait, et on a fait une soirée partage du cercle et on a dit aux gens de s'inscrire. On n'avait jamais utilisé vraiment d'outils numériques pour partager, etc. Et on s'est retrouvé quand même un bon petit nombre avec des gens, on va dire la moitié des personnes présentes ce soir-là, qui avaient envie de continuer. Et du coup, en fait, on s'est mis un peu en place tous les deux pour faire une petite proposition en ligne de découverte, euh, sachant que un peu comme tout le monde, l'histoire de faire des choses en ligne, là, pour des cercles, c'était quand même un peu au début, il y avait les enthousiastes et puis les réactionnaires. Il y en a toujours des réactionnaires à l'outil numérique, c'est sûr. Mais on a vraiment vu à quel point, évidemment, c'est pas la même chose, mais à quel point c'était quand même beau l'énergie qui circulait à cet endroit-là. Et puis du coup, ben, pendant toute cette période sur Zoom, là, comme on a tous vécu, on a proposé des petits cycles de six rencontres où on apprenait des petits groupes de 6 personnes, plus nous deux, à découvrir l'énergie. Et puis en fait, tout au long des 6 rencontres, ils créaient un petit groupe et puis ils restaient en lien. Et puis c'était beau, des gens qui soit avaient déjà une expérience, soit n'en avaient aucune en fait. Et puis on s'est rendu compte que c'était très beau parce que c'était pas trop engageant. Je veux dire, quelqu'un qui aurait pas spécialement envie de venir tout un week-end ou se mettre, entre guillemets, en danger dans le monde physique tout de suite, eh ben, tu es derrière ton écran, tu partages, tu ouvres ton petit micro, ça dure 2 heures, après tu reprends tes affaires. Et il y a quelque chose de pas engageant et en même temps, c'était vraiment très opérant et très beau cette période-là de confinement. Et puis après, on a eu je vais te laisser peut-être enchaîner sur les propositions plus physiques, parce qu'en fait, le monde réel est revenu à un moment, donc on a dû sortir des ordis. On était content d'en sortir, hein, ceci dit. Ben, ouais, après, je mettrai une petite précision. Du coup, de cette première soirée en Zoom, en fait, est née une proposition d'un petit processus de 6 rencontres qu'on a appelé l'esprit du cercle, où voilà, on passait par six petites énergies différentes, où on partageait différents outils qu'on utilisait finalement dans nos différentes pratiques. Hum, Après, c'est sûr que on a eu l'opportunité, après ça, d'organiser des stages en présentiel, ce qui était aussi une bonne chose. Alors, avec d'autres impératifs, parce que les bons côtés du distanciel, c'est qu'on peut venir des 4 coins de la France et de Belgique et puis se retrouver tous là pour 2 heures, un cercle, et ça permet vraiment de créer du lien avec des gens différents, de milieux différents. C'est assez riche finalement. Et le présentiel, bah, ça impose plus de déplacements. Donc, c'était quand même plus des gens du même secteur. C'est un petit peu différent à cet endroit-là. On s'est mis à proposer des week-ends. Comment on avait commencé? On avait commencé avec. On était parti sur des 3 week-ends, sur une trilogie, on va dire, de 3 week-ends qui allait être sur 3 thèmes différents, un peu inspiré de cette logique du triple lien qu'on peut retrouver dans plein de traditions différentes, hein, ce trick-type là. Et finalement, on a fait le premier, le premier week-end. Et puis derrière, on n'a pas maintenu les autres. Parce qu'il y avait comme quelque chose qui nous paraissait pas tout à fait abouti, qui nous paraissait pas tout à fait placé. Et donc, on s'est orienté vers des week-ends de 3 jours, là, finalement, je sais pas comment les qualifier, plus de notre couleur, plus empreint de notre particularité, on va dire, quelque chose
d'organique qui se co-crée avec les participants, qui émerge suivant vraiment les besoins de chacun à l'instant T. Et donc ça, c'est notre week-end de l'esprit du cercle qu'on a proposé et qu'on se voit assez bien reproposer par la suite, même si là, on est dans une petite pause, on va dire, d'organisation de stage, parce que venant d'arriver en Dordogne, on a plus le nez dans les travaux que dans les organisations et autres. Mais voilà, ça, c'est des formules en présentiel qu'on proposait. Et ce qu'on proposait aussi, après, c'était les quêtes de vision. Les quêtes de vision, je l'ai dit tout à l'heure, suite à la proposition de Bhakti de se débrouiller tout seul, on a pris notre courage à deux mains, on s'est documenté, renseigné, on a échangé avec d'autres personnes, et puis finalement, on a lancé la première quête de vision, et l'année suivante, on en a fait une deuxième. Donc avec chaque fois, je pense qu'on doit y avoir on doit avoir entre 8 et 10 hommes à chaque quête. Et donc là, on a fait deux. Et la deuxième, avec un public, c'est la particularité, c'est que là, on avait déjà des personnes qui avaient suivi des processus en ligne un peu plus, des gens qui avaient fait des stages en présence. Et donc, avec un public qu'on connaissait déjà un petit peu plus, avec des participants qui étaient comme déjà familiarisés, on va dire, à notre mode de travail. C'était encore une énergie différente. Ça, c'est pareil, les quêtes de vision. On se voit assez bien continuer à en proposer, mais on a fait une pause cet été parce que on s'est lancé dans d'autres projets. Peut-être qu'on en parlera un peu après. Ok. Ouais, Il y ben a, voilà. Bon, je terminerai juste en disant que il y a eu, comme a dit Charlie, il y a vraiment les week-ends, les quêtes de vision. En fait, c'est amusant, comme tu disais, on a essayé plein d'autres petites choses. On a fait un truc qu'on aimait bien aussi, c'est qu'on a accompagné un groupe dans un village en particulier à créer un cercle. Et on les a accompagnés les 6 premières rencontres. Et après, ils ont continué. C'était vraiment, on l'a fait qu'une fois, mais c'était vraiment un beau processus. Parce que souvent, les hommes, maintenant, on a beaucoup d'hommes qui sont dans notre, on va dire, réseau, avec qui on continue à travailler, qui lancent des cercles eux-mêmes. On encourage beaucoup à ça. Nous, on se dit surtout facilitateur de création de cercles et accompagnateur de création de cercles. Et ça peut arriver que les hommes ne sachent pas trop comment faire, en fait, au début. Et du mal à savoir exactement comment commencer. Est-ce qu'on doit être deux? Est-ce qu'on doit être trois? On se pose des questions un peu de novices, là, mais c'est des bonnes questions. Et du coup, ce process qu'on avait fait, il était sympa. Et puis, on le fait encore aujourd'hui d'une certaine manière, d'accompagner des groupes qui se lancent parce que c'est le but, en fait. Le but, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression de former des futurs facilitateurs. On les accueille et puis ils restent le temps qu'ils ont besoin. Ils ont un enthousiasme pour commencer des cercles en tout genre. Il y a des gens qui font de la rando cercle, il y a des cercles d'anciens camarades de classe. En fait, on s'en fiche un peu la manière dont ils le font. Mais le tout, c'est qu'ils y mettent la couleur qu'ils ont envie d'y mettre. Et puis la nôtre, qui est, et on en parlera peut-être après, une de nos spécificités principales, c'est qu'on travaille sur un principe qui s'appelle le miroitement et qui est vraiment dans la base de notre pratique de conscience collective. Et ça, c'est vraiment aussi la couleur avec le fait que ça soit un peu organique, les cercles. Voilà. Ouais, est-ce que vous voulez en parler un petit peu plus de ce miroitement? Ouais, je peux en dire un mot et puis je laisserai Charlie continuer. On- Le miroitement, c'est un concept qui a été créé par Kristallin Toulek, qui est l'enseignant dont parlait Charlie. Peut-être tu pourras mettre le lien en dessous dans la vidéo. C'est un Québécois, un Français en fait, qui vit au Québec, enfin qui vit au Canada maintenant, mais qui vivait au Québec quand on l'a rencontré, et qu'on a rencontré il y a quelques années maintenant, avec qui on suit tout une genre de formation basée sur la conscience collective, avec vraiment l'idée euh, d'apprendre à faire ensemble et d'apprendre à travailler des projets ensemble, à vivre ensemble, comme si, euh, comme si la véritable intelligence, c'était vraiment de savoir comment faire ensemble. Et c'est vraiment un très bel enseignement qui nous a apporté au fur et à mesure, s'est construit son concept de miroitement et qui aujourd'hui est vraiment un outil essentiel dans les cercles qu'on fait et qui, si tu veux, moi j'aime bien l'appeler comme un accélérateur de rencontres.
Euh, C'est-à-dire qu'on va vraiment en une matinée de cercle, bon, quand on est nombreux, c'est plus compliqué, mais alors on fait des petits groupes. On va dire que l'idéal, c'est vraiment des groupes de 3-4 personnes. Et à 3-4 personnes, on va arriver en partageant d'une manière particulière, où en fait, il va y avoir un partage au bâton, mais on va aussi, à chaque fois que quelqu'un va partager, on va lui donner notre ressenti de ce qui nous a touché d'une belle manière. Donc toujours un peu, on va dire, positive attitude, mais en voyant la lumière de ce que l'autre a partagé, même dans un partage difficile. Et c'est tout le travail d'arriver à trouver la lumière dans ces circonstances-là. Et grâce à ce petit process, donc c'est assez différent du bâton de parole où on dépose et on dit rien. Là, on parle, au contraire, nous, on passe le bâton au voisin de gauche, puis le bâton fait un tour, et chaque homme donne une dimension un peu empathique dans l'écoute. Et en fait, c'est marrant, j'en parle là, ça me fait des frissons d'en parler, parce qu'en fait, ça amène vraiment une vibration dingue justement, quoi, d'empathie, d'écoute, et puis on a des témoignages incroyables là-dessus. Et maintenant, on a vraiment basé les cercles, en tout cas, on commence toujours par ça, et les hommes en redemandent en fait, et puis les hommes qui font des cercles aujourd'hui, qui créent des cercles, font des cercles de miroitement et mettent le miroitement dans leur cercle. Voilà, donc c'est vraiment une couleur importante. Charlie en dirait encore un petit mot aussi. Ouais, on pourrait en parler longtemps, mais c'est vrai que le miroitement, ça a comme cette particularité pour moi, c'est de pouvoir relever à chaque fois la beauté qu'on voit chez les personnes qui partagent et qui peuvent permettre en fait au fur et à mesure de réaliser comme un peu nos qualités ou notre lumière, quoi, ce qu'on peut dégager quand on va partager quelque chose. Finalement, nos forces, les endroits où les gens nous voient beaux et forts, et enfin, ou en tout cas, ouais, c'est vraiment cet espace lumineux qu'on dégage. Et au début, dans les premières expériences de miroitement, souvent quand on nous fait un retour, un miroitement, on a toujours un peu le réflexe de dire oh ben non, quand même c'est un peu trop, genre c'est pas vraiment moi, c'est flatteur, c'est juste pour me brosser dans le sens du poil. On a toujours un peu ce réflexe-là quand on entend nos qualités ou comme plus facile de donner celles des autres que de donner les siennes. Et le miroitement, c'est comme si c'était un outil qui, à force de l'entendre, de l'entendre, de l'entendre, de l'entendre, mais on finit par commencer à l'identifier comme vrai et comme nous appartenant aussi. On peut se rendre compte de notre valeur aussi à travers le regard des autres, à travers le retour des autres. Et ça, pour moi, ça permet vraiment ouais, ça permet un lien particulier parce que quand on va partager derrière, d'avoir les feedbacks des personnes, ça nous permet de se sentir entendu. On sait que ce qu'on a déposé là, ça a été reçu. Et derrière, on peut à la fin de ce processus, en fait, la personne qui a déposé initialement fait un feedback, un retour sur ce que ça lui a fait d'entendre tous ces mots et tous ces retours sur son partage. Et c'est souvent très, très touchant, et très éclairant aussi, en fait, pour chacun, sur sa propre personnalité, sur ses propres qualités. Et je trouve que c'est Mm. un vrai outil de connaissance de soi à travers les autres, en fait. Et pour ça, je trouve que c'est vraiment c'est très précieux ouais, comme outil. Et c'est sûr que ça fait partie de notre couleur particulière parce que les partages au bâton de parole, ça se fait comme beaucoup. Le miroitement, c'est comme un concept. Alors, peut-être d'autres l'utilisent ou quoi. Moi, j'ai même pas envie de l'appeler de le présenter comme un outil. Pour moi, c'est presque comme une philosophie. C'est quelque chose Mm. qui. On a un élève là qui a suit les formations, qui a écrit un petit manifeste sur le miroitement et lui, il l'a appelé technologie relationnelle. Je trouve ça assez bon comme expression parce que ça nomme bien que c'est vraiment, c'est une technologie relationnelle. C'est pas juste un outil, une mise en pratique qu'on fait comme ci, comme ça. Ça peut vraiment couvrir tout plein d'espaces et on peut le décliner en des tas de formes et des tas de. Là, la petite forme que nous, on vient de t'expliquer, c'est la manière dont on le met en place dans les cercles, mais en réalité, ça peut se décliner Mm. sous bien d'autres aspects. Mm.
Il y a aussi comme autre terme, il y a le yoga relationnel aussi, dans le sens où c'est se mettre en groupe et puis pratiquer comme un yoga en fait. Parce que le corps, on doit l'entraîner, mais on doit entraîner aussi notre esprit à être dans cet esprit du miroitement et à être en relation sociale avec le cœur, dans une relation cœur à cœur, dans une relation sociale régulière en fait. Et ça, c'est comme un yoga. Technologie, yoga, outils en fait. Le miroitement de l'âme, ça c'est le nom du concept développé par Cristal. Hmm. Donc vous amenez aussi votre patte, quoi, votre ADN dans votre accompagnement, en fait. Mm. Qu'est-ce qui, parce que depuis le temps que vous accompagnez des hommes, qu'est-ce qui vous touche le plus justement dans ces temps d'échange? Une bonne question, ça. Moi, je dirais, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, mais c'est là, au mois de juin, Charlie disait qu'on avait fait d'autres projets, mais au mois de juin, on était arrivé à un endroit, je vais répondre à ta question, hein, mais je fais une mini parenthèse, on était arrivé à un endroit dans notre expérience de la sagesse du chêne où on avait envie de rendre hommage un peu à la communauté, on va dire d'une trentaine de personnes avec qui on travaille plus ou moins régulièrement et qu'on voit tous les mois parce qu'on propose un cercle mensuel à tous ces hommes avec qui on a travaillé. Tous les mois, on se retrouve en fait. Du coup, on est parti faire un tour de France de tous ces hommes-là. En tout cas, on l'a proposé à tous ceux qui voulaient qu'on vienne les interviewer pour qu'ils parlent justement de leur expérience du cercle. Et moi, ce qui me touche le plus, je pense, dans les histoires de vie qui sont quand même assez variées au niveau, voilà, expérience de vie, au niveau, on l'a dit tout à l'heure un peu, mais au niveau milieux sociaux, etc. C'est quand même relativement varié. Mais ce qui me touche, c'est l'engagement, en fait. L'engagement de ces hommes-là à créer des cercles, déjà à s'engager eux-mêmes dans un travail, mais en plus se mettre en action pour créer des cercles ou en rejoindre ou en supporter. Et je pense que vraiment, c'est ce qu'on a voulu mettre aussi dans le film qu'on est en train de, de travailler. C'est vraiment cette dimension d'engagement à faire le cercle à leur manière. Et la manière, je pense, dont les hommes, ça vaut pour les femmes et pour tout le travail du développement personnel d'aujourd'hui, dont on se réapproprie en fait les outils spirituels, les yogas, etc., etc., et qu'on sort un peu tout en gardant un lien avec les traditions, mais qu'on se réapproprie ça dans nos vies. C'est une dimension de souveraineté forte. Moi, ça me touche quand je vois ces hommes-là voilà, se lancer, lancer des propositions, parfois dans des terroirs très compliqués. Et parce que voilà, dans la Drôme, en Ardèche, on lance des groupes d'hommes, ben, il y a un petit peu de répondants, mais tu fais ça, je prends toujours le même exemple, mais dans le vignoble alsacien, au milieu des villages de vignobles, Nicolas, si tu nous entends, on a une grande. Évidemment, il nous touche de se lancer là-dedans et inlassablement de faire des propositions et de croire à cet espace de parole. Moi, je dirais que c'est ça principalement qui me touche. Ben, ouais, je dirais que c'est un peu dans la même veine, mais comme on l'a dit tout à l'heure, pour moi, c'était l'idée de la création de la sagesse du chêne, c'était de se dire d'encourager la création d'autres cercles. Et c'était comme vraiment l'impulsion de départ, pour moi, elle était vraiment là. Et c'est assez drôle parce qu'au fur et à mesure, ça s'est vérifié qu'en fait, on avait beaucoup d'hommes qui avaient cette volonté de créer des cercles. Et au petit à petit, ça s'est de plus en plus mis en place sur le fait en gros, on accompagne des facilitateurs de cercle. C'est un peu c'est quasiment un peu maintenant notre logique. Et moi, je crois que c'est vraiment ça qui me touche de voir le, comment ça peut se répandre un peu, comment ça peut grandir. C'est un peu la théorie des nénuphars, là, tu vois, où tu commences, tu as un cercle, et puis finalement, le lendemain, il y en a deux, et puis quatre, et puis huit, et puis ainsi de suite. Et là, c'est de voir ça quand on a fait notre petit tour de France pour aller voir un peu les hommes et tout, un peu partout. C'est de voir toutes les initiatives qu'ils proposaient, toutes les personnes qui partageaient le miroitement, qui partageaient les cercles d'hommes, qui partageaient toute cette philosophie, en fait, auquel je crois fondamentalement.
et de voir tout cet élan et avec quelle foi, avec quel courage ils peuvent se lancer là-dedans. Parce que comme l'a dit Gélivan, il y a des terroirs qui ne sont pas toujours très propices pour ça, où il peut y avoir un petit peu moins de... Le terrain est comme un petit peu moins préparé, on va dire, à des endroits où c'est un peu moins... Parfois un peu miné. des fois même oui, un petit peu hostile, on pourrait presque dire. Mais malgré tout, enfin, la plupart des hommes qu'on a, moi je les vois avec un courage, une force et une détermination à partager ça et à se dire, OK, moi ça m'a fait du bien, mais j'ai envie de le partager aux autres. Et ça, je crois que ça me touche vraiment de voir les différents cercles qui se sont créés, les différents liens qu'il y a, même de savoir que il y a des hommes des fois qui se rendent visite les uns les autres alors qu'ils s'étaient jamais vus physiquement, ils s'étaient rencontrés que en cercle en ligne. Ouais, ça, je crois que c'est le lien qui se crée grâce à cette initiative. Je crois que c'est vraiment ça qui me porte, Mm. moi, en fait, et qui me donne envie de continuer finalement. Parce que, parce que c'est pas tant pour moi prouver quoi que ce soit, mais c'est pour de voir que mon intention, elle fonctionne parce qu'il y a du lien qui se crée et il y a de la pratique, il y a un retour au lien qui peut s'accentuer grâce à ce qu'on propose. Et ça, pour moi, ça, c'est magique. Mm. Ce qui me parle le plus. Mm. Je- J'ai juste envie de rebondir sur un truc que tu viens de dire par rapport au... Des fois, il y avait des hommes qui se sont croisés que dans des cercles, mais qui font le chemin physiquement pour se rencontrer, parce que je pense que quand on est vraiment authentique et que on se met à nu dans la parole, surtout entre hommes, il y a vraiment la vraie fraternité qui se crée, quoi. De... Enfin, moi, c'est ce que je peux voir aussi dans certains accompagnements où il y a vraiment, quand on passe à travers des process où on est vraiment, où on peut pas être plus à nu dans son âme que là, quand l'autre nous a vus comme ça et que nous, on a vu l'autre pareil, il y a quelque chose qui se tisse, qui est vraiment pour moi de l'ordre de la vraie fraternité, quoi. Et c'est, je pense, la force aussi de ces temps, c'est que ça recrée quelque chose qui est difficile à trouver ailleurs dans la société, quoi. Moi, c'est vrai que souvent, moi, je vois des gens qui font des stages et en fait, ils se rendent compte que dans leur vie de tous les jours, ils peuvent pas avoir le même niveau d'échange ou de profondeur parce qu'il y a plein d'hommes qui n'ont pas accès à ça dans leur vie sociale. Et c'est vrai qu'après, il y a aussi le côté, bah, c'est riche de pouvoir avoir ces temps entre hommes, de pouvoir se déposer, d'avoir le temps d'être dans la profondeur, la sincérité, l'authenticité, quoi. Mm. Mm. Et c'est vrai que cet été, là, on a fait une petite rencontre dans la Drôme à l'occasion du film et puis d'une petite conférence qu'on a fait avec Bhakti. Et il y avait encore là des hommes qui s'étaient jamais vus en vrai et qui parfois se voyaient juste dans les cercles mensuels un tout petit peu, tu vois. Et je rebondis sur ce que tu dis parce qu'il y a quelque chose de vibratoire en fait dans cette affaire. Euh, C'est-à-dire qu'ils sont reliés d'une certaine manière à la vibration de miroitement, d'amour, de lumière qu'on transmet en fait, qu'on est appelé à transmettre. Et, euh, et cette vibration-là, comme tu dis, je la relie à la fraternité dans le sens où dans des cercles comme tu les évoques, on peut arriver à se mettre dans des rapports de lumière à lumière. C'est un peu ce qu'on dit dans le miroitement de l'âme, en fait. On rentre, c'est des lumières, des êtres de lumière qui se rencontrent, en fait. Ça veut dire qu'on sort, en fait, de nos personnalités d'une certaine manière, pas entièrement, mais on en sort en partageant avec le cœur, avec la vérité qu'on transmet. Et en fait, quand ces lumières se sont vues une fois, c'est un peu, c'est un peu de la magie, mais c'est ça. Quand les lumières se voient une fois, elles se reconnaissent tout le temps. Et elles se Mm. reconnaîtront tout le temps. Donc, si tu montres ta lumière à ton voisin, tu peux être certain que, si lui la montre aussi, tu peux être certain qu'elles se reconnaîtront. Parce que c'est vibratoire, c'est quantique en fait. Donc, Mm. il y a un espace magnifique dans ce que tu partages là-dessus. Et on le vit vraiment souvent avec les hommes qui ne se sont jamais vus. Ouais. Ouais. Et même étonnamment, moi je dirais même presque, enfin, comme une autre piste aussi sur ce sujet, il y a des fois des hommes qui se sont rencontrés, qui avaient comme jamais pratiqué. Tu vois, des fois on fait un cercle en ligne en fait pour toutes les personnes à qui on a fait des propositions. Et du coup, des fois des gens se retrouvent, ils avaient rien fait ensemble avant, et pourtant en 2 heures de cercle, on a un tour de miroitement ou quoi, ils ont l'impression de déjà être
d'avoir déjà ce sentiment de fraternité, ce sentiment de, ouais, comme familial, la presse. On Mm. est frères, en fait. Et pour moi, il y a un autre concept qui explique ça aussi, c'est la notion de l'esprit. On sait que chaque chose, en tout cas, c'est ma croyance, chaque chose a un esprit. Donc, à partir du moment où on est tous présents dans cette entité de la sagesse du chêne qui possède son propre esprit, en fait, on est tous comme un peu des membres de la famille parce qu'on participe à enrichir cet esprit. Pour moi, la sagesse du chêne, certes, c'est moi et Gilles Ivan qui en sommes les initiateurs, mais cet esprit, il est nourri par tous les gens qui participent à tous ces cercles, à toutes ces propositions. C'est pas moi qui constitue l'esprit de la sagesse du chêne, mais c'est nous ensemble qui constituons la sagesse du chêne finalement et l'esprit de la sagesse du chêne. Je vais le redire 40 fois, moi. Il n'y a pas que moi hein, qui. Ah ben c'est pas évident. Et du coup, cette reliance pour moi à l'esprit, elle crée aussi ce sentiment de fraternité à un certain niveau parce que on est relié par quelque chose d'intentionnel. On œuvre dans le même sens ensemble, même si on ne se connaît pas, même si on n'a jamais pratiqué ensemble. On œuvre comme sous la même bannière, comme on a quelque chose qui nous rassemble de plus grand que nous. Et ça, à un endroit, ça crée aussi cet esprit de fraternité et ce lien en fait entre les hommes. Et c'est impressionnant à voir. La rencontre qu'on a fait dans la Drôme, il y en a qui ont fait des kilomètres, hein. Il y en a qui venaient de Tours, il y en a qui venaient de Savoie, ils ont fait des 6 heures, 4 heures de route pour venir. Ça les... Ils étaient motivés quoi, pour se rencontrer, parce que c'était pas si souvent qu'on proposait des choses en présence ces derniers mois. Et là, de les voir tous se réunir, la plupart ne s'étaient jamais vus physiquement. Et de voir l'ambiance de ce cercle, la puissance de ce qu'on a vécu ensemble en quelques heures, là, pour moi, c'était bluffant. Ouais. Et ça vient vraiment étayer cette notion d'esprit, quoi. Et j'aime bien je fais un petit lien parce que je pense à ça, le cercle qu'on fait tous les mois parce que c'est quand même un cercle important pour nous aussi, qui est donc un cercle gratuit aussi et en ligne du coup. Et le, parfois je le vois comme des powwows un peu, du coup ça nous relie à la tradition un peu amérindienne de Bhakti. Je les vois un peu comme des réunions de chefs, tu vois, où en fait on est chacun, ils sont tous en train d'œuvrer et de se développer pour faire des cercles à leur manière dans leur village et dans leur région. Et il y a un endroit où, à l'époque, les powwows, ils venaient aussi de toutes les tribus d'Amérique du Nord et tout, et puis ils se rassemblaient pour un week-end. Et il y a quelque chose qui s'est passé un peu comme ça en juillet, et puis qu'on voit un peu tous les mois. Et on vient juste se raconter comment ça marche, comment on avance dans nos projets. Et puis évidemment, on partage s'il y a des difficultés et on se soutient, il y a du soutien, mais ouais, il y a un petit peu cette dimension powo que j'aime bien souligner. Je devrais avoir. Moi, j'ai envie de quand même de vous. Ah, c'est peut-être ça le miroitement, je sais pas. Mais en fait, de reconnaître que tous ces hommes, si ça les a animés de cette manière-là, c'est qu'ils ont vu quelque chose dans ce que vous leur avez amené, au point de vue de, j'allais dire, de la raison de, tiens, pourquoi communiquer comme ça, qu'est-ce que ça fait, et de voir que parce que vous l'avez vécu, vous leur avez fait vivre, ils ont pu sentir en eux bah, quel bien-être ça procure, qu'est-ce que ça apaise de pouvoir se dévoiler, de pouvoir enfin baisser les armes. Donc il y a aussi ça, quoi. C'est que cette flamme qui est en train de se répandre, c'est que parce que ben, vous la portez et que vous l'avez vraiment portée pleinement, quoi. Et je pense que c'est aussi ça, parce que si tous les hommes en fait, qui vous suivent et qui ont envie d'amener des cercles et tout, ils sont bien nourris de quelque part, quoi. Donc il y a aussi ça à reconnaître que c'est peut-être parce que vous le rayonnez tellement que ça les a touchés aussi et que ça leur a donné envie et ben, comme tu disais, de prendre, d'allumer leur bougie, d'aller allumer une autre bougie à un autre endroit pour que cette lumière-là, elle se diffuse, quoi. Ouais, c'est pas Mm. mal, il est bon en miroitement. Non, mais oui, merci. Et je pense, en t'écoutant le dire,
je pense que vraiment ce truc d'engagement, en fait, c'est très fort aussi, parce c'est une valeur qu'on a tous les deux et qu'on aime bien leur rappeler, en fait, souvent. Et puis, c'est pas étonnant qu'on soit aussi en lien avec des hommes qui s'engagent, en fait, et qui portent la flamme, en fait. C'est un peu comme la flamme olympique, là, tu vois. Et, euh, et ouais, merci pour ça, c'est beau. Merci. Et vous l'avez un petit peu évoqué, et moi j'ai envie de revenir sur le reportage que vous êtes en train de réaliser euh, sur les routes de France, avec ces... Parce que moi j'ai vu des extraits sur votre site et bon, j'ai bien envie de voir la suite. Nous Alors j'ai bien aussi. envie de, pour toutes les personnes qui nous écoutent, si vous êtes intéressés, déjà il faudra aller voir sur le site de la Sagesse du Chêne, mais il y a aussi une cagnotte Litchi pour participer justement au financement de ce reportage et voilà, c'est aussi intéressant de le dire pour que ça puisse se créer justement et que ça puisse se diffuser. Voilà. Je Merci. mettrai le lien au-dessous. Carrément. Merci beaucoup. Ben ouais, merci. C'est sûr que c'est parti, c'était un projet un peu fougueux, on pourrait dire, qui est parti. Au départ, on avait émis l'idée comme ça, et puis peut-être on s'était dit, ah, c'est plus raisonnable, on les contactera par Zoom, un peu comme on fait là, tu vois, et puis on fera des interviews par Zoom, puis ce sera bien, quoi, ce sera comme plus réalisable, parce qu'on est en train de rénover notre lieu, parce qu'on est en train de faire plein de choses, on est activé dans tous les sens. On se dit, on peut pas faire ça raisonnablement, et puis finalement, on s'est dit, et pourquoi pas? Et du coup, on est parti quasiment 3 semaines pour faire ce petit tour de France, un peu de tous les hommes qui nous ont répondu positivement, qui étaient motivés pour avoir un petit interview, pour nous partager un peu leur petite expérience de cercle, on va dire. Et donc on s'est lancé comme ça, sans même trop... bon, on a la chance du coup que Gilles Ivan est réalisateur de métier. Ça facilite un petit peu la mise en place Ouais, de ce genre de projet. Ouais, ou pas, hein. Je sais pas. Mais en tout cas, du coup, on s'est lancé un petit peu fougueusement dans cette histoire. On a loué un petit camping-car et puis on est parti avec un ami à nous là, qui fait partie aussi de la Sagesse du Chêne, qui habite au Pays Basque, Joss, là, mais salut, qui nous regardera peut-être, et du coup, qui nous a accompagnés sur ce voyage et on a fait un petit tour, recueillir tout ça. C'était une super expérience. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'on a des heures et des heures de rush. Il va falloir faire le montage. Il y a en effet c'était un investissement déjà sur le plan physique de prendre ce temps pour y aller, des frais aussi pour faire ce petit tour. Et puis maintenant, il y a aussi beaucoup d'heures de boulot pour faire ce montage. Et ça, pour l'instant, on ne sait pas encore exactement comment ça va pouvoir se faire. On a réussi à faire enfin Gilles Ivan a réussi à faire un petit teaser qui, je pense, enfin moi en tout cas, me met l'eau à la bouche de voir la suite. Et la suite, c'est en cours, on va dire. Je sais pas si tu Non, je m'en vais. as... Non, mais la suite, voilà, comme on disait, les journées ont 24 heures, quoi. Non, la suite, on devrait la faire cet hiver. Je pense que je vais y mettre l'intention. Alors, on- c'est sûr que si jamais dans ton audience, il y avait un monteur qui voulait venir passer 3 semaines en Dordogne, nourri, logé, il serait le bienvenu parce que ça m'aiderait amplement. Mais on sait jamais, hein. Donc voilà, si quelqu'un se sent appelé et concerné par le sujet des cercles d'hommes. Mais en effet, moi je suis pas trop inquiet dans le sens où je sais que là je vais avoir à un moment donné la flamme de vraiment me reconcentrer là-dedans. Mais ça va faire le but de ce projet, c'est on a vraiment fait une petite tournée et on veut surtout montrer la diversité des cercles que les hommes, les initiatives que les hommes portent. Et aussi, ils parlent tous quand même pas mal du miroitement, donc c'est un film aussi qui va parler un peu du miroitement. Et, et notre objectif, c'est vraiment d'arriver à faire un, un film d'1 heure, on va dire, peut-être un peu plus, et de pouvoir aller le montrer, en fait, et de passer aussi du temps, refaire une petite tournée, là, mais à l'été prochain, on espère. Et puis vraiment, on va le viser parce que on peut pas non plus dire que ça sera plus long que ça, mais de pouvoir aller montrer ça là, à l'été prochain dans les endroits où on a déjà été accueillis et puis surtout d'ouvrir la parole, de pouvoir intéresser d'autres gens et puis
avoir envie d'avoir un outil qu'on va pouvoir tous utiliser, même des gens hors sagesse du chêne, dans le sens où ça va donner une dimension. Bon, il y en a déjà des films sur les cercles d'hommes, très, très variés. Disons que nous, ce sera un film qui va parler des cercles, mais pas vraiment de ce que c'est qu'être un homme, le masculin, se dévoiler, Mm. etc., comme on a déjà vu d'autres projets. Nous, c'est vraiment, je pense que tu l'as compris un peu, notre, un de nos travaux, c'est de mettre les gens en action aussi. Donc, Mm. on relit, certes, mais c'est aussi, OK, on se met en action. Et puis, tous les mois, quand ils arrivent, les gars, et qu'ils nous disent, oui, mais quand même, s'il faut sévir, on dit, allez, on s'engage, on se met en cercle. T'as pas de clan pour le moment. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux parler, enseigner des clans, et t'as pas de cercle toi-même? Mais non, il faut se mettre en cercle, hein, c'est tout. Il faut. Parce que c'est individuellement et localement que les cercles et le relationnel nous aident, en fait, au jour le jour. C'est nous, le clan assaillant, c'était un support énorme dans nos vies. Bêtement pour déménager, pour, pour plein de choses, on s'appelait, puis hop, c'était comme un petit réseau, quoi. Moi, j'ai Mm. dévié du film. Et donc, s'il y a un monteur qui est motivé, on a une caravane, on peut même le faire dormir dans son bureau. On fait des super repas. Voilà. Non, c'est vraiment un très bel endroit où on est. Faut pas hésiter. Bon, Mm. c'est l'hiver, certes. Voilà pour nous. Voilà pour le film. Mm. On arrive bientôt à notre heure d'interview. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose, ou il y a quelque chose qui vient sur les cercles, sur les hommes, sur ce qui vous touche, Ben, moi, je veux bien ajouter un petit quelque chose, hein. Euh, Déjà dire que pour moi, ça a vraiment, ça a changé ma vie en fait. Déjà juste le cercle de parole en fait, qu'il soit homme ou qu'il soit, évidemment, les cercles de parole entre hommes, ça a une certaine valeur, mais les cercles de parole que j'ai découvert avec Bhakti à une trentaine d'années, évidemment, ça a changé ma vie. Je ne pourrais pas dire le contraire. Donc j'encourage vraiment tout le monde à essayer. Et je dirais qu'aujourd'hui, tout le travail qu'on fait avec Charlie et puis la petite communauté qu'on est en train de créer ici, et puis une communauté élargie au Canada, en France et toute cette petite communauté autour de la conscience collective, c'est aussi un travail de parole dans la mixité et, euh, et de, et de connaissance. Alors on dit, moi j'aime bien dire, il y a le développement personnel et maintenant c'est comme si on était arrivé à une étape de développement interpersonnel. Donc on se développe certes chacun, mais on se développe aussi dans ce réseau-là, quoi, dans le réseau de liens circulaires. Ça revient toujours au cercle, hein, finalement. Et je dirais que voilà, aujourd'hui, le travail dans la sagesse du chêne, c'est une des dimensions qu'on aime, mais on a toute une dimension conscience collective, avec des propositions qui sont en train aussi d'émerger. Et c'est comme s'il y avait les deux, en fait. Il y a l'espace homme, l'espace femme, et puis l'espace commun. Et c'est un point qui est quand même important, je pense, dans notre vision avec Charlie, que ces trois espaces-là, ils coexistent. Et, Ouais. Je pourrais dire du coup dans ce domaine-là que un des points importants pour moi, c'est cette notion de conscience en fait, d'élargir sa conscience de nos pratiques, de nos différentes, justement de nos différences, de nous-mêmes. C'est comme augmenter cette conscience. Nous, on travaille beaucoup là-dessus avec la sagesse du chêne. On va dire que notre spécificité, c'est ce côté, on va dire, un peu initiatique, en fait, où pour moi, il y a une base conceptuelle, il y a des savoirs, il y a des choses, il y a des lois quoi, universelles à connaître. Et puis après, ça passe par le filtre de l'expérience. Pour moi, c'est le principe même de l'enseignement initiatique, c'est ça, c'est une connaissance puis une expérience. Et pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui nous caractérise particulièrement,
s'appuyer sur certaines connaissances qu'on a reçues, sur certains enseignements qu'on a pu recevoir, et derrière, le mettre en pratique dans l'action, le passer Mm. par le filtre d'expérience vécue par chacun, qui permet du coup cette initiation finalement. Mm. Et je crois que ça fait vraiment partie pour moi des choses qui me touchent et auxquelles je crois fondamentalement à cette notion d'enseignement initiatique. Pour moi, aujourd'hui, réapprendre les choses, c'est comme ça que ça passe, quoi. C'est une connaissance, quelque chose de conceptuel, mais il ne faut pas que ça reste juste sur ce plan. Il faut que ça s'incarne à un endroit, il faut que ça s'expérimente, faut le vivre. Et là, on peut l'intégrer finalement en nous-mêmes et l'acquérir et pouvoir après, derrière, le retransmettre, le partager, qu'importe. Mais je pense que c'est vraiment cette dimension et ça me faisait penser à ça quand tu parlais tout à l'heure de les hommes qu'on a eus dans la sagesse du chêne se mettent à partager parce qu'ils ont reçu un peu cette identité, cette énergie là qu'on partage à cet endroit-là. Et pour moi, c'est vraiment ça, c'est de dire que on porte cet élan de faire les choses aussi dans la matière, de le rentrer dans l'expérientiel pour pouvoir. C'est pas que dans la tête, c'est pas que on parle et puis on parle juste. C'est on parle et on met en pratique. Et du coup, de tout ça naît l'expérience initiatique qui permet pour moi vraiment de faire grandir la conscience et de développer l'être humain en fait au sens large parce que ça se limite pas qu'aux hommes. Là, pour moi, c'est hommes, femmes, tout le monde confondu dans le même bateau. Pour ça, c'est pour l'enseignement initiatique, ça a pas de, il n'y a pas de genre à ce niveau-là. C'est tout le monde est concerné pour moi par cette méthode. C'est la méthode en tout cas à laquelle je crois fondamentalement. C'est ça que je Mm. voudrais ajouter. Je dirais que c'est vraiment ce qui nous caractérise particulièrement dans la sagesse du chêne, c'est notre empreinte spéciale et sûrement un peu là aussi. Même si je suis sûr qu'il y a plein d'autres personnes qui pratiquent ce mode d'enseignement et j'en suis ravi en fait qu'on n'ait pas le monopole. J'ai pas du tout l'intention. Je- au plus, pour moi, au plus il y a de personnes qui pratiquent ce mode d'enseignement, au plus ça me donne de l'espoir et ça me donne de la confiance pour l'avenir. De belles paroles. Merci. Merci à toi, Ludovic. Et puis, Ouais, mais c'est ce que je disais, on œuvre tous dans le même sens, hein, parce que moi, je me retrouve dans ce que tu dis de faire vivre une expérience pour transmettre et pas juste transmettre quelque chose qui se goûte pas, en fait, quoi. hmm. Je pense que c'est ça, s'il faut que ça goûte bon, quoi. Voilà, justement, je voulais qu'on fasse une petite gratitude à Bhakti avant de partir. On pense à elle, on espère que l'hiver est pas trop violent là-bas. Mais, Hmm. merci pour ton initiative, encore une fois. Hmm. Eh ben, merci à vous, merci d'avoir accepté l'interview. Avec joie. Merci aussi à toutes les personnes qui nous regardent et puis qui suivent ces séries d'interviews, qui suivent ma chaîne. En tout cas, si vous aimez ces interviews, ben, vous pouvez les liker, les partager, en parler à vos amis, les diffuser. En tout cas, merci encore Charlie et Gillivan. Donc, il y aura le lien de votre site, de la cagnotte, puis peut-être d'autres en dessous de la description. Voilà. Je vous invite à aller visiter le site de la Sagesse du Chêne si vous êtes intéressé. Et puis, ben, je vous souhaite une belle journée et puis à la prochaine fois, alors. Au revoir tout le monde, au revoir Charlie, au revoir Gillivan À bientôt, et merci. à bientôt. Au revoir à tous et merci.